Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire le point sur la situation de l'usine Alma. Premièrement, comme vous le savez, les négociations ont été très difficiles. Et en fait, dans les négociations, il y avait un écart très important dans les demandes des deux parties. Donc, ces écarts très importants-là se portaient sur deux grands enjeux, le plancher d'emploi et la sous-traitance. Malheureusement, on n'a pas pu en venir à une entente et j'ai été mis devant le fait que la seule décision responsable que je pouvais prendre, donc la seule décision responsable à prendre, était de prendre en charge les opérations. Prendre en charge les opérations pour protéger un actif qui est Alma, une usine qui vaut plusieurs milliards de dollars. Et par la suite, malgré la continuité des discussions, on n'a pas pu conclure une entente et j'ai décrété un lock-out dans la nuit du 31 au 1er. Tout ça, malgré tous les efforts qu'on a faits pour pouvoir négocier pendant 3 longs mois. Donc, pourquoi extensionner? Déjà, tout le temps a été consacré, et même plus, à échanger sur des enjeux, et on n'a pas pu en arriver à une entente. Donc, prenons les éléments un par un. Le premier étant la prise en charge. Pourquoi la prise en charge des opérations d'Alma? Moi, je suis vice-président des opérations. Mon but n'est pas d'arrêter des usines, c'est de les opérer. Mais là, il faut que vous compreniez que Alma, c'est une usine de la fine pointe de la technologie. C'est du AP35, 438 000 tonnes par année, une usine neuve, 432 cuves. Tu ne peux pas laisser Alma dans une situation qui deviendrait incontrôlée. Pourquoi? Parce que pour la redémarrer, ça coûterait une centaine et même plus de millions de dollars. Donc, devant les faits que j'avais à vivre, les instabilités d'opération et plein d'autres événements qui sont arrivés, la seule décision responsable que je devais prendre était la prise en charge des opérations, afin de protéger la sécurité des installations, afin de protéger l'outil de production actuel et pour le futur. En même temps, ceci, bien entendu, me permettait de manager le risque, mais ça nous donnait une journée pleine pour pouvoir continuer à travailler le 31. Ce qu'on a fait, le médiateur nous a appelés, on s'est présenté de suite à la table. On a travaillé, on a échangé, on a tenté encore de travailler. On a tout fait pour arriver. Cependant, le médiateur nous a rappelé pour nous dire qu'en mi-journée, la partie syndicale s'était retirée de la table. Par la suite, la journée s'est écoulée, puis dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, j'ai décrété le lock-out. Donc, dans le plan, dans la stratégie, pour le point de la prise en charge, je crois que je suis assez clair pour la sécurité de nos installations et la protection de l'outil de production, pour l'actuel et le futur. Ça nous donnait une journée, mais c'est sûr que j'avais un autre plan qui était que si on n'en venait pas à une entente, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai présentement 224 cadres dans l'usine d'Alma qui opèrent l'usine d'Alma sur 229 cadres. C'est ça le nombre total de cadres que j'ai à Alma. Ces 224 cadres-là ont opéré l'usine dès le 30 décembre, la totalité. Mais il est évident qu'on ne peut pas maintenir toute l'opération d'une usine de 438 000 tonnes avec 224 cadres. Donc, j'ai donné l'ordre, le 1er janvier, à 14 heures, d'arrêter la salle de cuve Bouchard, 144 cuves. Je l'ai euthanasiée. Ça veut dire, là, elle est fermée, elle est arrêtée et le métal est gelé. Dans la foulée, dans un plan toujours aussi bien détaillé et prévu, parce que je me dois de prévoir tous les scénarios, on ne pouvait pas garder le 2/3, c'est le tiers de l'usine qu'on peut garder. Donc, hier, à 20 heures, j'ai ordonné l'arrêt de la salle Tremblay, 144 cuves, euthanasiées. Je les ai arrêtés, fermés, le métal est gelé. Donc, j'ai 288 cuves, le 2/3 qui est arrêté. Je l'ai parlé tout à l'heure, on les a arrêtés maintenant. Pourquoi? Là, on a pris les prises en charge. Elles sont arrêtées de manière ordonnée. C'est sûr que ça va prendre du temps pour les redémarrer, mais c'est sûr que ce ne sera pas la même facture.
Donc, j'ai 224 cadres qui opèrent le tiers de l'usine, 144 cuves dans la Girard. On opère l'usine d'anode, puis on opère le centre de coulée à faire des produits. Puis avec l'équipe que j'ai là, puis les 224 cadres, je les remercie de faire ce qu'ils font, mais les cadres sont là pour opérer le temps qu'il faut. Revenons-en maintenant, c'est quoi les deux grands enjeux fondamentaux? Le premier, c'est le plancher d'emploi. Mais laissez-moi parler de ce que nous, on donne depuis déjà des années, c'est la sécurité d'emploi. La sécurité d'emploi, la majorité des employés Rio Tinto, Alcan, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont la sécurité d'emploi. Et même mieux, dans l'offre finale qui a été présentée aux employés d'Alma, on extensionnait ça à tous les employés jusqu'au 31 décembre 2011. Ça veut dire que la totalité des employés de l'usine Alma avaient la sécurité d'emploi. C'est quoi le plancher d'emploi pour moi? Le plancher d'emploi pour moi, c'est d'avoir les deux mains attachées dans le dos. C'est de me priver d'un élément de flexibilité. Le plancher d'emploi, c'est quoi la définition? C'est un nombre fixe d'emplois sur une période indéterminée. Nonobstant les changements technologiques, nonobstant les conditions économiques qui changent, les crises économiques, financières, nonobstant la compétitivité avec des nouveaux produits, on doit changer notre gamme de prix ou de produits, nonobstant l'automatisation, la modernisation, les nouveautés apportées par les recherches et développements. C'est d'avoir les mains attachées dans le dos. Prenons un exemple concret. Une compagnie d'aluminium, la mienne ou un de mes compétiteurs, invente une partie d'automatisation que 12 employés faisaient présentement. Tous les autres l'implantent. Moi, le premier, je l'achète. Comme les autres, on achète le package. On l'installe. Tous les autres, par attrition ou autre, vont enlever les 12 employés puis vont améliorer leur compétitivité. Moi, je vais investir, je vais mettre la machine, puis je vais garder les 12 gars. Puis je veux dire, ça n'améliore pas ma productivité, ma compétitivité, je me détériore. Donc, le but n'est pas de tout faire ça, il faut être capable de faire face et d'avoir toute la flexibilité nécessaire parce que la technologie évolue dans le temps. Donc, sur le plancher d'emploi, c'est un point qui est... On ne peut pas avoir les mains attachées dans le dos avec un plancher d'emploi. Mais est-ce que ça veut dire que le nombre d'emplois va toujours descendre? Mais regardez, là, on parlera des modèles tout à l'heure. L'usine Île-Maligne, à sa fermeture, avait 355 employés. Puis le fait que le modèle d'affaires était bien, on a justifié une usine qui a embauché 800 employés. Donc, on va dans une direction où on était capable de justifier des énormes investissements, dont l'usine Alma, mais j'en ai plein d'autres dans la région des investissements. Deuxième élément, deuxième enjeu fondamental, la sous-traitance. Mais la sous-traitance, là, c'est un des ingrédients essentiels à la compétitivité. Mais ce n'est pas le seul. La technologie en est un. La productivité des employés comme tels, hein, on en parle toujours, hein, la productivité d'un pays par rapport à un autre. La productivité physique des équipements. La productivité chimique des procédés. Les grands changements technologiques, des nouveaux équipements, de l'automatisation. Tout ça, ce sont des éléments, des ingrédients essentiels à la compétitivité. Puis la sous-traitance, c'en est un. Pourquoi? Mais pour bien comprendre la sous-traitance, là, il faut regarder le monde de l'aluminium, le monde de l'acier, puis le monde du papier, par exemple, dans les années 50. On va reculer dans les années 50. Prenons un exemple. Comment on faisait dans les années 50 pour avoir des sacs de polypropylène dans la région? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de connaissances, il n'y avait pas d'expertise, il n'y avait pas de compétences. Donc, autant dans le papier, ils s'équipaient à l'interne pour avoir leur propre service, comme Alcan dans le temps des années 50, avait, eh bien oui, une salle de couture, avec des employés de couture qui cousaient des sacs de polypropylène pour les filtres presse à l'usine Vaudreuil, puis pour tous les filtres à chandelle qu'on a dans tous nos centres de captation des gaz. On est loin de l'aluminium, là. Mais quand tu n'as pas le service, tu te le donnes. Mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Présentement, il y en a 3 sous-traitants qui font du polyéthylène.
la polypropylène, des toiles de polypropylène dans la région. Ils sont en service de couture. Ils ont automatisé ces opérations-là. Pensez-vous que c'est dans le monde de l'aluminium qu'on va automatiser des machines à coudre? Donc, aujourd'hui, le service, l'expertise, la compétence, je vais la chercher dans le milieu, elle est ici. Puis ces compagnies-là se sont développées, ont créé des emplois, beaucoup plus que moi. Pensez-vous que j'aurais créé des emplois à développer un centre de couture à Jonquière? Non. Donc, eux, présentement, il y a 3 compagnies, ils vendent des toiles même à mes compétiteurs, puis ils embauchent des employés. C'est ça le développement économique régional. Pendant ce temps-là, c'est quoi qu'on a fait, nous? Puis je prends seulement un exemple. Il y en a 100 business dans la région des petites et moyennes entreprises qui offrent des services et des compétences, autant le réfractaire, les équipements de traitement de l'aluminium puis de mesure de métal. Vous le savez tous. Ils ont développé, puis c'est de eux maintenant qu'on prend cette expertise-là, puis ils le vendent à mes compétiteurs, puis ils le vendent partout. Puis c'est correct. Nous, dans ce temps-là, on a développé quoi? L'usine de traitement de la Brasque. Peut-être que ça rentre plus de... Est-ce qu'on peut trouver demain matin un service de traitement de la Brasque, un procédé innovateur qui est capable de rencontrer ce qu'on veut avoir comme projet environnemental pour Saguenay-Lac-Saint-Jean et notre business? Non. Donc, on l'a développé. AP60, peut-être, c'est peut-être plus dans nos cordes. Mais c'est ça qu'il faut recadrer. Puis, il va y en avoir d'autres opérations et services qui vont se développer, puis qu'éventuellement, on va faire face à ce que les autres font, puis ils vont le prendre de l'extérieur, puis nous, on va migrer. Mais on va aussi développer d'autres choses. Le plus bel exemple de tous ces modèles-là, je veux dire, on l'a dans le cours chez nous, là. C'est Vaudreuil. On est la seule usine d'aluminium au monde qui importe encore 2 bateaux de bauxite pour un bateau d'alumine. Pourquoi? Bien, la sous-traitance est un des ingrédients essentiels de ça. Il y en a d'autres. Hein? Des changements technologiques importants. Ils ont changé la technologie d'une manière. On empile encore de la boue sur un site, dans le site de disposition des résidus de bauxite, où on disait que c'était terminé. J'ai été embauché en 83, on était supposé de fermer Vaudreuil. Puis moi-même, j'ai annoncé l'extension de la vie de Vaudreuil, puis c'est pas terminé. Je veux dire, mais est-ce qu'on veut faire le modèle Vaudreuil partout? Bien non. Vaudreuil a fait de l'alumine dans un marché, dans une compétitivité qui est différente d'Alma, qui est une usine beaucoup plus récente, beaucoup plus jeune, puis n'est pas du tout sur le même endroit dans la courbe de vie d'une usine. Mais il faut se donner de la flexibilité. Le monde bouge rapidement. Les Arabes n'étaient pas là avant au Moyen-Orient d'aluminium. Ils sont là. Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur des Arabes? Non. Mais il faut juste se donner toute la flexibilité nécessaire. L'autre point, les offres. On a soumis des offres. Les offres l'offre qu'on a faite était juste et équitable, puis en plus comportait un point très important. On avait une demande sur la sous-traitance. On a proposé dans l'offre à répondre à la demande du syndicat qui était de mettre une limitation, une limite à la sous-traitance. On a donc proposé des limites, des balises à la sous-traitance. Est-ce que c'est parfait? Non, mais c'est tout un geste. Quand je dis qu'on a tout fait, on a été à proposer des limites et des balises à la sous-traitance. De plus, comme vous le savez, les employés d'Alma ont la sécurité d'emploi. Puis je me répète, dans l'offre finale, si elle avait été approuvée puis elle a été rejetée, on protégeait tous les employés jusqu'au 31 décembre qui avaient été embauchés jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, vous savez tous, toutes les conditions très avantageuses que les employés de Rio Tinto Alcan et encore plus spécifiquement Alma ont. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je voudrais vous dire? En conclusion, je suis le vice-président des opérations. Puis mon but premier, ce n'est pas de fermer des usines, c'est de les opérer. Cependant, hormis une entente qui serait survenue avant le 31 décembre 2011 entre les deux parties, compte tenu que l'écart était beaucoup trop grand sur des enjeux fondamentaux, la seule décision responsable que je pouvais prendre était de prendre en charge les opérations. De plus, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à prendre des décisions responsables dans le même sens pour le futur. Merci, je suis ouvert à toutes vos questions. Oui, bien là, c'est toi qui dispatches ça. Valérie puis M. Laclaire. Combien ça coûte actuellement à l'usine d'Alma par journée de lockout? Quels sont les pertes?
Bien, c'est sûr que présentement, les pertes se chiffrent à plusieurs centaines de milliers par jour. C'est sûr que si on calcule le métal, etc., là, non, c'est sûr qu'on parle de millions. Plusieurs millions? Oui, plusieurs millions. Par jour? Ouais. Tout dépendant des produits, je n'ai pas le calcul, là, mais c'est sûr qu'on perd, c'est 1 million par jour. Comme ordre de grandeur. Monsieur Lapierre? Question de chiffre aussi. Vous avez parlé les 2 tiers de l'usine Oui. qui sont arrêtés. Bon. Vous avez parlé de centaines de millions pour relancer si ça avait été arrêté. De manière incontrôlée. Maintenant, de manière contrôlée, vous évaluez à combien la relance? Ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça serait en bas de 100 millions, c'est sûr. Mais près de. Près de, ça serait en bas de 100 millions. Stéphane Desjardins? Les offres qui étaient sur la table avant le 31 décembre, que les utilités Walcan a déposées au syndicat, que ce soit sur la sous-traitance ou la sécurité d'emploi, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tient à ce moment-là? On commence pas à zéro, mais... Bien, les offres finales ont été rejetées. À ce moment-là, il faudrait que je regarde avec notre équipe de négociation, là, mais les offres finales ont été rejetées. On avait des offres justes et équitables avec une innovation sous la sous-traitance. Bon, il va falloir que j'analyse la situation. Anthony Marcotte? Le syndicat qui vous accuse d'avoir utilisé des briseurs de grève, est-ce que vérité là-dedans ou non? Ça, c'est complètement faux. J'ai 229 cadres à l'ALMA. J'en ai présentement 224 dans les murs. Je les ai remerciés, toute la gang. Ils sont tous là. J'en ai 224. Monsieur Lapierre? Je ne sais pas si vous devez le savoir, la ministre Thériault a annoncé pas la ministre, mais le ministère du Travail a annoncé qu'il enverrait des enquêteurs justement pour vérifier là-dessus. Donc, je comprends que vos portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. On les attend. Stéphane Desjardins? Toujours pas de signal du syndicat, des conciliateurs ou de la compagnie, savoir qu'on pourrait peut-être se rasseoir à court terme? Mais, présentement, là, on analyse la situation. Il y a eu des discussions avec le médiateur, mais il n'y a aucun changement dans la situation. Monsieur Lapierre? Comme il n'y avait pas d'autres questions. Ping-pong, ouais. J'ai 2 questions pour lesquelles j'aimerais que vous répondiez en anglais pour les collègues. Yes, for sure. Donc, pendant combien de temps est-ce que êtes-vous en mesure de continuer sur la carte? We'll be able to remain in operation the time it will take in order to have a conclusion of it. Second question is, what is it going to take to get lockout workers back to work? For sure, it will need a major move on, we were having a so widespread on each side demand, we'll need a significant change. En français? Spanish? ¿Cómo está usted, señor? No. Non, Robert. On va peut-être faire un petit point de italien. Oui. Il y a des fois avec ça, bon, vous en avez besoin d'une partie, j'imagine. Vous en vendez une autre partie à Hydro-Québec. Comment ça fonctionne actuellement? On ne vend pas d'énergie Hydro-Québec. Regardez, si vous regardez notre bilan depuis le 2000, en fait, depuis le départ de l'ALMA, OK, nous sommes des acheteurs nets d'énergie. Puis vous avez les chiffres dans les rapports annuels, vous les savez, annuellement, plus de 200 mégawatts par année qu'on achète. Deuxièmement, c'est sûr qu'on n'achète plus d'énergie présentement. Troisièmement, on ne vend pas d'énergie. Puis le surplus qui reste, on a des ententes contractuelles avec Hydro-Québec qui nous permettent de faire des échanges. Puis en passant, on fait des échanges journaliers avec Hydro-Québec. Puis il y a une balance de ça qui se fait. Puis en bout de ligne, au moment opportun, on recevra en retour notre énergie. Merci tout le monde d'être venu cet après-midi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre présence.